Ce que nous voudrions également faire en démarrage, hein, c'est remercier évidemment la ville de Levallois qui nous donne la possibilité d'organiser avec son efficacité habituelle et d'animer. Donc merci à la ville de Levallois et à son service de développement économique et des entreprises de nous permettre d'animer ce webinaire. Grâce à eux, cela donne une plus grande visibilité aux entreprises de Levallois. Et si vous êtes des entreprises de Levallois, vous en avez sans doute déjà bénéficier, au moins en tant que participant. Donc, nous allons maintenant commencer après ce démarrage. On a prévu de traiter avec vous 4 points principaux et puis on conclura par une vidéo dans laquelle on vous souhaite nos vœux. On peut encore souhaiter ses vœux, bien sûr. Vous dire ce qu'on perçoit d'un état des lieux de la situation 2020, de ce qui s'est passé en 2020 et en quoi, qu'est-ce que ça a pu bouger, bousculer en chacun d'entre nous. Sans doute, c'est un sujet que vous connaissez déjà, mais on va vous faire notre retour, notre appréciation de ce sujet. Ensuite, on vous dira de ce que l'on voit par les instituts de sondage et les différents outils qu'on a pu étudier, quels sont les impacts de ce qui s'est passé en 2020 et de ce qui continue de se passer, quels sont les impacts, et en particulier dans le monde du travail. Vous faire des recommandations sur ce que nous voyons qui fonctionne et qui peut être activé en termes de compétences et de posture dans le cadre du management d'équipe. Et puis, en dernière partie, on vous donnera quelques clés de ce que nous croyons utile, exploitable, sur un plan personnel, mais également dans le monde de l'entreprise pour faire résilience. On pourra s'arrêter un moment sur ce terme dont on parle beaucoup, qui est parfois critiqué, décrié, qui peut l'être critiqué, mais on vous dira comment on l'entrevoit et quels bénéfices on peut en tirer. Et puis, nous conclurons avec cette courte vidéo. 2 mots sur nous, et je passe la parole à Sylvia pour que tu te présentes en premier lieu. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Sylvia Gesnel. En fait, d'où je vais vous parler ce matin, parce que c'est peut-être important que vous sachiez par quoi est portée ma parole. En fait, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans des grands groupes français, dans différents secteurs d'activité, le luxe, le retail, la pharmacie, la restauration collective, l'audit et l'expertise comptable. Mon métier, ça a toujours été le développement des ressources humaines, l'accompagnement des équipes sur un plan collectif et individuel et la gestion des cadres dirigeants. Depuis 5 ans maintenant, j'ai changé de vie. Je suis passée, comme on dit, entre guillemets vulgairement, de l'autre côté, donc dans le monde du conseil, et j'enseigne également à Dauphine en master des ressources humaines, le cycle développement des compétences. Aujourd'hui, donc, j'accompagne Christophe, qui est le patron de Kilotoa. Je suis donc avec lui dans une structure qui est spécialisée dans le conseil et la formation des équipes, dans le domaine du développement des soft skills, on va parler moderne, donc tout ce qui est purement comportemental, relationnel, soft. Et avec beaucoup de plaisir, on accompagne les équipes dans leur propre développement. Et depuis 1 an, bien évidemment, nous les accompagnons aussi dans leurs questionnements, leurs incertitudes et leurs problèmes, pour être très clair. Donc, on se permettra tout au long de la présentation de vous donner quelques illustrations très concrètes des clients chez qui nous intervenons, ce qu'ils nous disent, comment ils gèrent la crise de par chez eux. Et vous verrez qu'en fait, ce qui est compliqué pour un organisme comme le nôtre, c'est qu'il n'y a pas une situation identique aujourd'hui chez nos clients. Donc, ça veut dire qu'il faut en permanence réinventer nos propositions, nos solutions et ce qu'on a à leur apporter. Je pense à ça à l'instant présent, je vais vous dire 2 mots sur moi, mais nous avons fait le choix de parler sans masque. Nous devrions normalement, nous ne sommes pas à la distance réglementaire, mais Sylvia et moi travaillons en proximité depuis longtemps. Nous prenons en temps normal les précautions nécessaires, mais là aujourd'hui, il ne semblait pas bien de parler avec vous, devant vous, avec des masques, donc nous acceptons ce risque. Mais voilà, c'était pour communiquer un instant sur le sujet. En ce qui me concerne, j'ai créé Kilotoa il y a 28 ans, après avoir fait une école de commerce, et je ne m'apprêtais pas du tout à travailler dans le monde des ressources humaines. Mais une expérience personnelle m'a fait basculer du côté de la formation professionnelle. C'est la pratique du théâtre, une pratique du théâtre en amateur qui m'a fait me rendre compte que dans cette pratique, il y avait
une opportunité incroyable pour développer ses compétences en communication et développer sa confiance personnelle. C'est ce que j'ai vécu à titre personnel et j'ai eu envie d'en faire mon activité dès 1993 et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Voilà pour les présentations. Vous dire un mot sur Kilotoa. Sylvia vient de vous le dire, hein, notre activité, c'est autour du conseil, de la formation et de l'accompagnement d'entreprises sur les soft skills. Nous avons quelques convictions profondes, celles que nous avons tous des ressources en nous, que ces ressources, elles ne sont pas toujours exploitées et que une découverte attractive, active, bienveillante et valorisante peut permettre de mieux développer, de mieux utiliser nos ressources, notamment dans le cadre de nos relations professionnelles. Donc chez Kilotoa, c'est ce que nous visons, développer des relations humaines au quotidien qui soient utiles, profitables à chacun. Et donc dans le acte, il y a aussi le fait que nous la formation et ces outils de manière active, de manière bienveillante et ludique. Donc on utilise, vous l'imaginez, les outils de l'acteur pour la formation, notamment pour développer nos compétences relationnelles. Et vous imaginez bien aussi qu'avec ce métier qui est très axé sur la relation, sur le corps, sur la voix, sur l'expression de soi, il y a 2 sujets qui nous ont particulièrement challengés. Alors, avant la crise, déjà depuis 3-4 ans, c'est la technologie et le digital, c'est-à-dire comment continuer à nous développer alors qu'on fait un métier extrêmement relationnel et extrêmement humain. Et on y reviendra si ça intéresse certains sur les transformations que nous avons dû faire sur nous-mêmes pour continuer à exister dans ce monde qui se digitalise. Et le deuxième sujet, évidemment, c'est cette crise sanitaire qui nous a obligés encore plus à faire un pas de l'avant dans le distanciel, dans le virtuel, à partir d'un métier qui induit beaucoup de présence à l'autre, beaucoup de relations et beaucoup d'intensité dans la relation. Donc, on s'exprimera aussi de ce point de vue-là. Voilà, ça c'était pour la phase d'introduction et de présentation de nous. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver récemment, bienvenue à vous. Nous avons proposé aux autres participants qui sont arrivés un peu plus tôt de répondre à ce sondage via le site bicast.live et le code de session Levallois 2021. On va vous demander, si vous voulez bien, y accéder et puis répondre aux 2 questions que nous vous posons pour percevoir votre niveau d'énergie et puis l'état dans lequel vous êtes ce matin. Je vais d'ailleurs en profiter. Vous pouvez aussi scanner le QR code avec votre smartphone si c'est un moyen d'accéder plus rapidement. Du coup, alors, est-ce que vous me voyez toujours? J'imagine que oui. Oui, merci. Voilà. C'est en train de bouger. Merci, vous êtes en train de répondre, donc merci de le faire. Énergie, curiosité, vous voyez tout ce qui est à l'écran et qui symbolise voilà, l'état des lieux de comment vous êtes, vous, le groupe de une vingtaine de personnes qui est avec nous ce matin. Merci d'avoir pris ce temps d'ailleurs pour passer une partie de la matinée avec nous. Donc il y a à la fois comment vous êtes et le niveau d'énergie. Vous êtes globalement dans un niveau d'énergie qui est assez élevé et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je reviens sur la présentation. Et nous passons à la suite. Alors, bien évidemment, on prend le pari, et c'est un peu risqué de notre part, de partager avec vous la réalité de ce que nous venons de vivre ensemble et là où nous en sommes aujourd'hui. Sans faire vraiment tout un long chapitre, nous, ce qui nous a particulièrement frappé ces derniers mois et qui nous frappe encore en ce mois de janvier 2021, ce sont tous les chocs entre guillemets, que nous avons dû subir à titre personnel ou à titre collectif. Alors, quand je parle de choc, ça a été cette succession relativement rapide, en fait, de changements. Le premier, ça a été le confinement de mars avec, bien sûr, une privation de liberté, un isolement, une fermeture à la maison. Puis tout d'un coup, la possibilité éventuellement de ressortir, mais pas avec une liberté totale. Et puis un été qui finalement s'est pas trop mal passé,
puisque nous avons pu prendre plus ou moins des congés, à nouveau une rentrée plongée dans l'incertitude, puis un nouveau confinement avec des clients qui nous disaient, bah, écoutez, on attend décembre avec impatience et vivement 2021 parce que l'année prochaine sera forcément différente. Et ce que nous ressentons en ce mois de janvier, eh bien, c'est que non, 2021 ne sera pas forcément une année complètement différente. Alors bien sûr, il y a des ouvertures hein, sur le vaccin, etc. On n'est pas des spécialistes du sujet, donc on ne va pas vous emmener là-dessus. Mais vraiment, cette question, c'est comment, dans des changements successifs très rapides, des changements, je pense qu'on en a tous connus dans notre vie, mais là, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, ça va vite. Nous, on l'a vécu en tant que cabinet, c'est-à-dire le temps qu'on mette en place des offres qui correspondaient au moment pour nos clients, eh ben, le contexte avait déjà changé et il fallait déjà changer de sujet. Donc, on était un peu perplexe et le titre de la conférence de ce matin l'indique également parce qu'on avait mis au départ comment aider les équipes à revenir au bureau. Oui, mais ça suppose qu'on ne soit pas à nouveau confinés et qu'on soit tous dans une question de ça y est, c'est fini, on peut reprendre le travail sur site et comment on fait pour remotiver les équipes sur le fait de revenir collectivement sur leur lieu de travail. Donc on voit que à la fois en tant que prestataire, mais en tant qu'individu, nous sommes dans cette succession de changements qui demandent évidemment beaucoup d'agilité. Et je voulais vous citer quelque chose qui a été exprimé par un philosophe récemment qui s'appelle Bruno Latour. Et donc Christophe va vous reparler tout à l'heure. Il paraissait sur France 5 à la Grande Librairie hier soir avec Boris Cyrulnik et il disait, mais finalement, on parle beaucoup du confinement quand il est décrété par le gouvernement, et effectivement, nous sommes tous à l'heure actuelle en train de nous demander si nous allons être reconfinés, première question. Deuxième question, c'est comment nous allons être reconfinés. Est-ce que ça va être léger? Est-ce que ça va être moyen? Est-ce que ça va être strict? Et troisième question, bien évidemment, combien de temps ça va durer? Et nous savons que en tant qu'entreprise, et nous sommes là en tant que dirigeants également, l'une des premières questions, c'est comment on organise le travail autour de ça, avec les équipes, avec un planning, comment on autorise le télétravail ou on ne l'autorise pas, dans quelle proportion, etc. Et Bruno Latour dit, ce qui est à la fois intéressant et compliqué, c'est que le vrai confinement dont on parle, en fait, il va venir après le confinement auquel on songe. Parce que finalement, imaginons que nous soyons tous vaccinés et que nous puissions reprendre notre vie, peut-être pas la vie d'avant, mais notre vie. Il dit on sera à nouveau confinés dans cette nouvelle vie parce que nous venons de prendre conscience que l'étendue des possibles et l'infini des possibles de notre monde, finalement n'existait pas. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, nous étions dans un monde où nous pensions que nous pouvions tout faire, qu'il n'y avait pas de limite, que le développement de l'homme sur cette terre était infini, qu'il avait pris le contrôle et qu'il était tout-puissant. Et nous sommes en train de nous rendre compte que ce n'est pas tout à fait la réalité. Et le vrai confinement, il est là pour l'avenir, c'est que tout ça maintenant va être forcément limité, ou en tout cas, il va falloir qu'on porte un regard différent sur nos possibilités, nos opportunités et nos mondes des possibles. Donc voilà où nous en sommes en ce début 2021. Donc pour moi, en tant que responsable et en tant que maman, en tant que femme, la question c'est pas comment je vais vivre le confinement là en février ou en mars, parce que ça j'ai quelques clés, mais c'est comment je vais vivre le confinement d'après. Oui, et donc le moins qu'on puisse dire du coup, c'est que quand même l'année 2020 nous a donné l'opportunité de vivre quelque chose qu'on n'imaginait pas vivre et qui nous a sacrément bousculé et qui continue de nous bousculer. Donc dans les démarches que nous menons avec nos clients, et y compris pour nous-mêmes aussi, nous continuons de dire reconnaissons que ça a été difficile, et si c'est difficile encore maintenant, reconnaissons aussi que c'est difficile maintenant, parce que traverser ce que nous venons de traverser, pas grand monde peut dire qu'il peut le faire en surfant en toute tranquillité et toute légèreté. Du coup, Pas sur les chiffres. oui, du coup, Oui. ça fait, de mon point de vue, ça met en évidence, mais il y a plein d'autres éléments, mais j'ai eu envie d'identifier trois choses entendues aussi par des observateurs attentifs. Le bousculement de notre rapport au temps. Il y a un philosophe allemand, un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit un bouquin sur l'accélération du monde il y a une dizaine d'années.
Et en effet, il dit que tout s'accélère et il y a plein de réalités qui font que, en effet, le temps s'accélère. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a demandé de ralentir, finalement, puisqu'il nous a fallu nous placer chez nous, arrêter de faire un certain nombre de choses que nous faisions et qui nous amenaient à l'extérieur, en tout cas réduire notre temps à l'extérieur, puisqu'il y avait ce risque extérieur. Donc, à la fois, on a ralenti, et puis, mais malgré tout, nos activités à la maison, puisque pour un certain nombre d'entre nous, nous avons continué de travailler à la maison en gérant les autres situations que nous avions à gérer à la maison. Donc, ralentissement du temps d'un certain côté, mais accélération du temps, notamment du temps digital, puisqu'il a fallu faire plein de choses sur nos écrans, beaucoup plus qu'avant. Et donc, là, il y a un paradoxe, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre. Et qui crée une tension, de toute façon. Et qui crée une tension. Évidemment que cette situation nous a ramené aussi voilà, à l'essentiel de la vie, à la peur de perdre la vie. Hein, il y a un groupe d'auteurs qui ont fait paraître une chronique tous les matins dans le Figaro toute l'année, toute une partie de 2020. Et ils ont publié sous la forme d'un livre, et ça s'appelle « Rester vivant ». Donc, on a quand même eu le focus de la part de tout le monde sur « il faut rester vivant ». Mais alors, du coup, quand même, bien sûr que c'est une clé importante, il faut rester en vie, mais quand même, ça nous a aussi questionné sur on reste en vie, pourquoi faire au travail, mais dans la vie en général. Ça nous a aussi questionné sur, finalement, puisque je ne peux plus faire tout ce qu'il y a à faire, il y a tous ces risques à côté, il faut rester en vie, mais c'est quoi le sens de tout ça? Et André Comte-Sponville, que nous affectionnons particulièrement, nous rappelle qu'il y a des choses plus importantes que la vie, il y a des gens qui se battent, qui perdent leur vie pour des idéaux, et que finalement, bien sûr qu'il faut qu'on reste concentré sur maintenir la vie, mais nous rappeler qu'il y a des idéaux, des intentions, la liberté, la démocratie et d'autres idéaux qui ont du sens et qui sont supérieurs à la vie. Et puis enfin, et ça c'est Bruno Latour qui nous questionnait sur ça a bouleversé nos rapports aux dépendances. Nous nous sommes rendus compte, avec le confinement en particulier, avec les contraintes qui ont pesé sur nous, que nous devions revisiter nos dépendances et que finalement, nous étions très dépendants des salariés du supermarché du coin qui, à nos yeux, jusqu'à présent, n'avaient peut-être pas une grande valeur. Nous nous sommes rendus compte que nous étions encore plus dépendants des éboueurs, que peut-être, comme moi, vous avez salué plus attentivement qu'avant. Et évidemment, nous nous sommes rendus compte que nous avions un besoin criant de nos soignants et que nous avons applaudi pendant quelques mois, puis maintenant, tous les soirs. Donc ça a questionné nos dépendances et que forcément, tout ça, ça nous bouleverse. Et donc, si ça nous bouleverse en tant qu'être humain, ça bouleverse aussi les travailleurs que nous sommes. Voilà une petite conclusion intermédiaire que nous voulions vous proposer sur ce qui s'est passé, comment on peut regarder ce qui s'est passé. Juste un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, Christophe, c'est que bien sûr, là, nous sommes dans le cadre d'un webinar. Si nous avions la chance d'être en formation et dans un atelier avec vous, comment on ferait pour traiter ces questions-là? Eh bien, on ferait une séance de coaching silencieux de 10 minutes, un quart d'heure, et on vous demanderait à chacun d'entre vous de vous poser à titre personnel, quel est votre rapport au temps? Quelle serait votre réponse par rapport à ça? Quel est votre rapport à tout ce qui est de l'ordre de la vie et du vital? Et bien sûr, de qui êtes-vous dépendant ou de quoi êtes-vous dépendant aujourd'hui? Malheureusement, on vous laisse ces questions pour après. On ne pourra pas traiter ça ensemble. Mais voilà, ça aurait pu être aussi des questions à garder pour soi dans un journal de bord, dans un petit livret. Et répondez-y si vous le pouvez. Cela dit, nos bureaux sont au 123 rue Jules Guesde à Levallois. Si vous êtes levalloisiennes et levalloisien, vous pouvez venir toquer. On peut prendre un café un matin, un midi, et on peut parler de ça, évidemment, ensemble. Ça nous fera grand plaisir et ça permettra d'aller un peu plus loin que, pour l'instant, cette relation au travers d'un écran. Alors, la suite, c'est quoi? Oui, alors, ça c'est un petit Oui, clin on va d'œil, hein. passer. On va passer rapidement là-dessus, mais on a voulu, on a regardé les recherches les plus fréquentes sur Google en 2020. Vous savez, Google nous donne les tendances. Alors, ils l'ont même enrichi récemment, mais voilà, on a vu quand même qu'il y a des nouveaux mots qui sont apparus dans notre vocabulaire, des nouvelles préoccupations. Comment fabriquer un masque, par exemple. Récemment, il y a
quand va parler Macron? Ça fait partie des recherches les plus fréquentes. Ou à quelle heure commence le confinement? Voilà des nouvelles requêtes qui nous donnent un éclairage quand même sur les préoccupations des Français, puisque je crois qu'on peut dire que nous sommes assez nombreux à utiliser Google dans nos recherches sur Internet. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil. Alors, nous vous proposons de passer maintenant à une partie un peu plus chiffrée, issue d'études que nous avons consultées sur l'impact dans le monde du travail de cette fameuse crise du Covid. Alors, quelques chiffres. Le premier, alors ce sont des statistiques qui ont été faites en décembre. Donc évidemment, vous l'avez compris, hein, dans le monde dans lequel nous sommes, ça mériterait d'être réactualisé au moins tous les 2 mois. Bon là, sur ce mois de janvier, pour le moment, les statistiques ne sont pas encore sorties. Donc là, on est en décembre 2020. Donc effectivement, premier chiffre qui sort dans le monde du travail, c'est que 50% des collaborateurs sont en détresse psychologique et 20% d'entre eux sont dans un taux de détresse psychologique élevé. 31% des salariés au mois de décembre 2020 risqueraient la dépression et effectivement, malheureusement, ce taux a quand même augmenté de 11 points depuis le mois de mai 2020. Ça confirme un peu ce que l'on entend hein, dans les médias généraux qui nous relatent que l'état d'esprit, que la santé mentale des Français en général, on va voir que ça s'aggrave aussi pour les plus jeunes d'entre nous, mais que la santé mentale, c'est un vrai sujet et que c'est aussi une des conséquences de ce vécu difficile de 2020. Hop, Alors, décidément. voilà, bah, Christophe vient d'en parler. Donc en fait, là, on vous parle des jeunes salariés, donc ceux qui ont du travail. Donc 70% d'entre eux sont en perte de repères et effectivement sont l'objet de cette détresse psychologique dont on parle. Donc le taux qu'on a vu tout à l'heure dans le monde du travail, tous salariés confondus de 50, eh bien malheureusement augmente de façon significative pour le public des jeunes. Et là, on n'introduit pas dans cette statistique le monde des étudiants dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Hein. Moi, je suis frappée à l'université de voir tous ceux qui sont en décrochage parce que mes feuilles de présence, entre septembre et maintenant, elles ont perdu entre 10 et 15% de leur nom parce qu'évidemment, ils ont disparu, ces jeunes. Alors, je ne sais pas où ils sont. Et ce qui m'a frappé récemment dans un reportage, c'était de dire il y a ceux qui ont arrêté leurs études, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail et qui sont du coup au milieu de nulle part. Donc là, cette statistique, ça concerne les salariés. Pensons aux étudiants qui sont encore dans le monde de l'université ou des études, et puis à ceux probablement qui sont ni dans l'un ni dans l'autre. Oui, pour ce qui concerne les étudiants, vous avez sans doute entendu le psychiatre Serge Effez régulièrement ces dernières semaines réclamer que des consultations psychologiques soient ouvertes gracieusement pour les étudiants. Donc, il y a un Et ça y est, premier c'est pas fait qui a été fait pour une avec le première chèque. consultation avec un chèque, mais voilà, tout ça, c'est aussi le fruit du vécu de tous ces psychologues et ces psychiatres qui accueillent, qui entendent parler de ces besoins et qui les vivent au quotidien. Donc, soyons bien conscients de cette situation, sans doute vous l'êtes déjà, mais on voulait rappeler ça parce que ça nous semble quand même quelque chose d'assez préoccupant. Alors, si on retourne un peu dans le monde du travail que nous connaissons bien, on va parler des managers. Alors, le sacro-saint sujet de la ligne managériale sur laquelle porte énormément d'espoir pour l'entreprise parce que ce sont ceux qui diffusent la stratégie, qui la rendent opérationnelle, qui s'occupent des équipes, etc. Eh bien là, on nous dit, attention, 56% des managers sont en détresse psychologique. Leur mauvais état va jusqu'à parfois préoccuper leurs propres collaborateurs qui disent ah bah mon chef en ce moment franchement il n'est pas en forme, hein, il va pas bien. Et les salariés sont inquiets du coup pour l'état psychologique de leur manager. Et 35% d'entre eux manifestent cette inquiétude. Ça c'est quand même très intéressant parce que c'est quasiment, c'est pas l'inversion, mais c'est quand même un changement de tendance par rapport à 6 ou 8 mois plus tôt. Au début de l'été 2020, un grand assureur français nous a demandé d'animer un webinaire de ce type pour préparer la mise en place d'ateliers de parole pour les collaborateurs. Et à ce moment-là, ils étaient inquiets pour l'état d'esprit et la santé mentale des collaborateurs et pas particulièrement des managers, puisqu'en fait, ils attendaient à ce que les managers puissent animer pour leurs équipes des groupes de parole pour libérer
la parole du moment. Et à l'époque, c'était ça la situation. Maintenant, et on ne le voyait pas arriver ainsi. Cette proportion de managers en détresse, c'est sans doute la situation qu'il faut traiter en premier lieu, puisqu'on compte beaucoup dans les entreprises, dans les équipes, sur l'action du manager, c'est normal. Mais en même temps, si leur état d'esprit ne permet pas d'agir, ça ne va pas pouvoir permettre de résoudre les situations. Donc là, il y a une alerte vraisemblablement sur la prise en compte de cette situation auprès d'eux. On s'est retrouvés dans une situation de formation la semaine dernière présentielle. Alors, on a encore la chance de faire de temps en temps des formations avec des groupes qui viennent dans nos locaux. Donc, on était sur une ligne managériale avec pas mal de responsabilités. Et en fait, ils étaient là pour avoir 2 jours de formation sur le management, vraiment les méthodes, les outils, les fondamentaux du management, donc des gens avec beaucoup d'expérience, mais qui n'avaient jamais été formés. Et en fait, la formatrice s'est retrouvée dans une situation qu'elle a dû gérer, qu'elle a très bien géré, où elle n'a pas pu commencer le programme pendant toute une demi-journée parce que les managers avaient besoin de parler d'eux et de la façon dont ils étaient eux-mêmes managés par le comité de direction. Alors d'habitude, nos tendances naturelles en tant que consultants et formateurs, c'est que quand les managers font ça, c'est-à-dire qu'ils rejettent le regard vers le haut et qu'ils n'arrivent pas à regarder vers le bas leurs équipes, on leur dit attendez, c'est bien gentil, mais comme ça, on ne va pas avancer, donc on va parler de vous, de vos responsabilités et on verra si on peut s'occuper de vos dirigeants demain. Là, manifestement, dans le contexte de la crise sanitaire, il a fallu vraiment passer un long moment sur leur état émotionnel à eux, leur peur, parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu d'endroit, ils n'avaient pas eu d'occasion pour déposer tout ça, que ça devenait trop lourd et ils nous ont dit avec bienveillance, pour nous demander d'être à nouveau dans une dynamique vis-à-vis de nos propres collaborateurs, nous, on a déjà besoin de reprendre de l'énergie parce que nos propres incertitudes, nos propres peurs, nos propres angoisses, pour le moment, elles n'ont pas été écoutées ni traitées. Voilà. Oui, c'est intéressant de voir que dans un cadre entre pairs, il y avait la nécessité d'échanger tout cela. Et ça fait partie aussi des actions qui sont parfois mises en place, de favoriser la discussion et le travail entre pairs avec des outils comme le co-développement professionnel qui permettent voilà, de rendre autonome un groupe de pairs, de les faire réfléchir ensemble et de voir quelles ressources ils ont en eux déjà pour résoudre les situations qui sont les leurs. Après, évidemment, il y a des temps ou des moments où il faut impliquer les comités de direction qui doivent être partie prenante de certaines solutions. Un petit retour sur le télétravail. On a beaucoup parlé du télétravail. Il y a plein d'avis assez divergents qui se sont exprimés, des enquêtes qui pouvaient une fois dire l'un, le lendemain dire l'inverse. L'enquête que nous citons, c'est le baromètre Empreinte Humaine Opinion Way, qui a une vague tous les trimestres. Donc là, ce sont les chiffres du dernier trimestre. Là aussi, il y a un petit inversement par rapport à 6 ou 8 mois plus tôt. 6 ou 8 mois plus tôt, on était dans une situation où les salariés étaient assez réfractaires avec l'idée de revenir au travail. En tout cas, ils n'étaient pas majoritaires à l'envie de revenir au travail. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est le besoin, et ça, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est évidemment le besoin de se retrouver ensemble qui semble primer, alors qu'au premier semestre 2020, la peur de la contamination, de la maladie était ce qui primait. L'insécurité primait. Là, maintenant, le besoin de se retrouver prime. Et on a même des situations chez certains clients où ce sont même les directions d'entreprise qui disent non, nous on sait que vous voulez revenir, mais on ne veut pas parce que pour l'instant, le cadre n'est pas présent, n'est pas réuni, les conditions sont encore trop précaires, la sécurité n'est pas assez assurée. Donc là, on assiste à une sorte de retour de situation. Et là, je citerai aussi volontiers Julia de Funès, la petite fille de Louis de Funès. Vous savez qu'elle est philosophe et qu'elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce qu'elle est très médiatique. Bon, à titre personnel, je n'adhère pas forcément complètement à tout ce qu'elle raconte, mais sur la question du télétravail et du bonheur, par exemple, en disant attention, ce n'est pas parce que vos salariés disent qu'ils préfèrent rester en télétravail qu'ils sont forcément plus heureux et mieux dans cette situation. En fait, ce qu'ils
qu'ils vous disent, c'est que c'est plus confortable pour eux. Alors, bien sûr, sous réserve qu'ils soient dans des bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas un bureau, tout le monde n'a pas des conditions à la maison favorables pour travailler. Mais pour ceux qui préfèrent rester à la maison, en fait, c'est une recherche avant tout de confort, mais pas forcément de plaisir. Donc, l'un des conseils qu'elle donne, Julia, c'est posez-leur vraiment les vraies questions. Parce qu'évidemment, si vous leur dites est-ce que vous trouvez que le télétravail c'est bien, ben, ils vont vous dire oui. Si on s'arrête à cette réponse-là, on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de la conversation sur finalement qu'est-ce qui apporte une vraie relation de qualité au travail et un vrai bien-être. On peut vous confier qu'au mois de novembre, on a eu régulièrement des échanges avec notre équipe qui était à ce moment-là en télétravail. Nous pressentions qu'il fallait initier un retour au bureau il nous a fallu déployer beaucoup d'énergie avec Sylvia pour les convaincre de revenir parce qu'on accueillait de la résistance sous l'argument de mais non, c'est mieux quand même, pour nous, c'est mieux le télétravail, je ne comprends pas. Et puis, vous doutez de ce que nous faisons? Non, non, mais pour nous, c'est mieux. Et quelques jours plus tard, une collaboratrice de nous confier, non, mais finalement, vous avez raison, on est moins productif quand on est à la maison et on préfère être ici. Voilà, mais donc, dans une même semaine ou à 2 semaines d'intervalle, on peut avoir des Mmh. arguments ou des points de vue qui sont divergents. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui rend compliqué la situation, c'est qu'on est des êtres humains, donc voilà, on a notre diversité énorme qui fait de nous cette richesse, mais du coup cette complexité à comprendre et à percevoir parfois, et nous sommes changeants en plus de ça. Comme nous sommes changeants à cause des situations, des événements, de ce que nous vivons intérieurement aussi, comment nous vivons la situation, et ça peut bouger, et ben ça rend en effet la situation pas facile à lire et pas facile à piloter. Si nous poursuivons, Alors, bien évidemment, toujours du point de vue des managers, que nous disent-ils? Quand on leur dit: «Écoutez, soyez vraiment, vigilants par rapport à l'état psychologique de vos collaborateurs, essayez de le mesurer de façon régulière». Ils nous disent: «Oui, mais à distance, c'est vraiment pas facile à faire». C'est-à-dire que encore quand on était tous ensemble au bureau, de trouver certains indices, vous savez, comme les alpinistes quand ils montent sur la montagne et qu'ils savent détecter quand la neige commence à changer de consistance, ces petits indices de tous les jours qu'il faut prendre au sérieux parce qu'ils manifestent des choses bien plus importantes, bah, physiquement, on peut les déceler, mais à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, la majorité des managers avouent leurs difficultés de ce point de vue-là. Certains avouent même qu'ils n'ont plus du tout le temps de manager. Alors évidemment, nous, on leur dit dans nos stages sur le management à distance, bah, prenez encore plus de temps pour faire du management et ils nous disent, bah, dans le télétravail, dans le monde d'aujourd'hui, eh ben, pour 30% d'entre eux, ils disent, je n'ai plus du tout le temps de faire du management. Et donc, ils comptent énormément sur l'autonomie et la capacité de leurs équipes à trouver elles-mêmes leurs repères et à organiser leur temps de travail dans le contexte que nous vivons. Donc ça, il faut en avoir conscience. et c'est là où ça peut coincer, vous le savez aussi, parce que nous ne sommes pas égaux en fonction de notre parcours d'études, notre éducation, notre propre dimension personnelle intérieure. Nous ne sommes pas égaux devant l'autonomie. Nous avons besoin d'autonomie, mais nous ne sommes pas tous en mesure de piloter seuls notre activité. Donc là, c'est quand même intéressant et c'est aussi un signal d'alerte, puisque nous, nos recommandations, quand on travaille pour certains clients en termes de formation au management, et notamment dans le management à distance, on a tendance à sensibiliser nos interlocuteurs sur la nécessité de prendre du temps avec leurs équipes, individuellement et collectivement, pour garder le lien, parce que nous semble que le lien, c'est un facteur clé de dépassement de la situation. Mais s'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont pris par d'autres actions, bah, voilà, on est dans une difficulté ou une impossibilité d'agir ou d'agir en réaction avec les nécessités du moment. Voilà, ça peut être une difficulté pour eux. Alors, dans tout ça, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que si on reste toujours sur le plan des chiffres, et je crois que ça va être l'un des derniers slides qu'on va vous passer sur le sujet, il y a la question du soutien perçu. Et je dis bien perçu, c'est pas forcément celui qui est réellement donné. Donc, c'est vraiment le sentiment du soutien qui est un remède précieux pour les salariés dans la période actuelle. Donc, quand on leur demande, ils disent, il y a 83% qui disent recevoir du soutien de la part de leurs collègues,
77% qui disent recevoir du soutien de la part de leur manager, de leur N+1, 70% de leur direction, 70% pardon, qui disent que les représentants du personnel et les délégués du personnel sont en soutien, leur DRH 67%, la médecine du travail 58%. Donc évidemment, ce sentiment du soutien est important et chez nos clients, on constate que ceux qui s'en sortent le mieux par rapport à ce sentiment des collaborateurs, quand on les interroge, ce sont ceux qui n'ont pas hésité aussi à communiquer et beaucoup informer sur les mesures qu'ils mettaient en place, non seulement pour protéger les collaborateurs dans le contexte sanitaire, mais aussi dans les facilités qu'ils leur donnaient, par exemple pour le télétravail, les moyens qui étaient mis à leur disposition pour faciliter leur matériel et leur équipement à domicile, les lieux de parole et d'échange qui étaient institués par la DRH ou par l'entreprise pour que les gens puissent se parler, les événements conviviaux. Alors là, on voit que tout le monde n'est pas super fan forcément de l'apéritif virtuel à 18h le soir, mais pour certains, ça marche. Donc voilà, mais en tout cas, l'une des clés, c'est est-ce que la personne à qui vous vous adressez ou vous-même, vous vous sentez soutenu dans cette période et si oui, par qui? Et déjà que cette ressource-là, pour chacun d'entre nous, elle soit bien identifiée parce qu'elle est précieuse et elle est l'un des facteurs de résilience que Boris Cyrulnik nous explique et on va y revenir. C'est-à-dire que cette capacité à être connecté aux autres et à s'épauler avec les autres, à se faire soutenir par les autres, est un facteur extrêmement important de résilience. Oui, vous noterez que le soutien perçu, il provient d'êtres humains et pas de machines. Et alors, il peut provenir de livres dans lesquels on va chercher des ressources, mais là dans les 6 items qui sont nommés ici, ce sont des êtres humains. Et donc, ça renvoie à un sujet qui nous est cher chez Kilotoa, c'est la notion du lien. Oui, nous pensons que la qualité et l'intensité du lien et la réalité d'abord du lien sont des facteurs qui peuvent nous aider, qui doivent nous aider, mais nous ne sommes pas les seuls à le dire. Là aussi, Serge Effès, d'autres psychologues et thérapeutes l'ont dit dès le début du confinement en 2020. Le dernier sujet qu'on voulait partager avec vous comme sujet chiffré, parce que ça fait aussi partie des réalités, c'est que on a beau avoir traversé et traverser encore une situation difficile, nous avons des capacités incroyables. Et là, en l'occurrence, la troisième vague du baromètre Empreinte humaine. empreinte humaine, 61% des personnes estimaient faire preuve de résilience, donc avoir pu accéder à leurs ressources intérieures pour dépasser l'événement et en faire même, on appelle ça la croissance post-traumatique, c'est faire de cette difficulté une ressource pour être plus armé, aller plus loin et peut-être même aider les autres. Donc ça, c'est un point positif. On n'est pas que là à subir les choses et à s'appesantir sur notre sort et à nous dire que c'est difficile, que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile et c'est une réalité. Maintenant, il y a une majorité de ceux qui étaient interrogés pour dire on sait en faire une force et ça va nous aider à l'avenir. On peut vous partager aussi une expérience qu'on a menée récemment chez un de nos clients, où l'on a mis en place ces fameux groupes de parole dont on vous parlait. Donc, c'était précédé par un webinaire où on parlait de ce que l'on est en train d'évoquer avec vous aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a des groupes de parole par petits groupes pour amener les collaborateurs, quels qu'ils soient, managers, non managers, à libérer la parole, accueillir le vécu et puis on les questionnait sur qu'est-ce qui vous a aidé qu'est-ce qui a été une ressource, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette situation et quels sont les besoins que vous avez aujourd'hui. Et là, on vous a fait une synthèse très, très courte, évidemment, de ce qui est déjà sorti, hein, mais 3 besoins qui sont apparus très nettement. D'abord, la parole s'est libérée facilement, mais notre intervenante nous disait je me demande si j'ai eu dans ces groupes de parole les personnes qui étaient les plus en difficulté. Notre hypothèse, c'est que malheureusement, ceux qui sont venus parler, ce sont ceux qui étaient les plus en capacité de parler. Nous ne savons pas, là, à l'heure qu'il est, si ceux qui étaient les plus touchés, les plus atteints par la situation, ont osé participer à ces groupes de parole. Ça ne nous est pas apparu comme ça. Et donc, on a sensibilisé nos interlocuteurs RH pour qu'ils puissent être attentifs à cela. Et on a aussi invité ceux qui avaient participé à ces ateliers à se présenter comme ressources
pour leurs collègues, puisque là aussi, vous avez vu, hein, les collègues sont ceux qui peuvent a priori apporter le plus de soutien dans la situation. Donc, on accueille des personnes dans ces groupes de parole. Si elles s'estiment suffisamment armées, si elles sont dans cette résilience, dans cette croissance post-traumatique, elles peuvent être ressources pour leurs collègues. Ce qui est apparu, hein, 3 besoins sont apparus. Besoin de sécurité. Donc là, ça vient plutôt de l'institution, de l'entreprise. Rassurez-moi sur le fait que vous allez mettre, vous avez déjà, et vous allez mettre et intensifier le cadre qui nous permet de travailler en sécurité. Le deuxième, il ne vous surprendra pas, le besoin de lien. On a besoin de revenir au travail et d'être en lien avec les uns et les autres. Vous allez voir, on va vous donner quelques infos sur le sujet. Le lien, voilà, ça redevient, vous le savez forcément, hein, mais un besoin fortement exprimé. Et puis, le dernier point, ça, c'est pas inutile non plus en termes de direction d'entreprise, c'est racontez-nous l'avenir, dites-nous ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous envisagez les choses, ce que vous prévoyez, comment vous lisez l'avenir? Ça pourrait nous aider à nous sentir mieux aussi. Et dans cette idée de perspective, on peut être aussi modeste, hein, parce que Christophe me le partageait hier en tant que patron, du cabinet en disant: «Mais même moi sur ma vision, sur ma stratégie, sur, ma capacité» et pourtant il est très visionnaire à prévoir l'avenir. Là, en ce moment, je vis quelques limites. C'est le mot perspective peut avoir plusieurs sens, c'est-à-dire on n'est pas forcément en train d'avoir besoin de la grande vision de demain, du projet d'entreprise à 3 ans. C'est de dire refocaliser l'attention des gens sur des projets qu'ils peuvent aussi mener. Donc les horizons deviennent plus courts, mais l'idée d'un projet, quel qu'il soit, d'une chose à faire qui peut produire un élan, et c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Encore une fois, c'est pas forcément un projet stratégique à 5 ans, mais un projet pour qu'il puisse savoir vers quoi il va et quelle orientation il peut se donner. Alors, un dernier éclairage avant de passer aux recommandations sur le plan management, donc au troisième chapitre de ce webinaire. Vous nous rappelez que tout ce besoin de se retrouver au bureau, il a été nommé par les sociologues et les psychosociologues la facilitation sociale. Il a été clairement démontré que nous avions dans des zones du cerveau des neurones qui sont plus particulièrement activés lorsque nous sommes ensemble en relation et que ces neurones ne s'activent même, ce ne sont même pas les mêmes qui s'activent lorsqu'on est en webinaire, par exemple. Quand on est en face à des personnes, il y a des neurones qui s'appellent les neurones de la facilitation sociale. Et ce sont ceux, par exemple, qui vous font réagir. Donc, ce sont ceux de l'influence, en fait, hein. Ils ont été clairement, depuis longtemps, mis en évidence, mais ce sont ceux qui vous font changer d'attitude lorsque une personne, vous êtes en train de rédiger quelque chose sur votre ordinateur ou vous êtes en train d'écrire, même ne serait-ce qu'un document à la main, et quelqu'un s'approche de vous, est au-dessus de votre épaule. Vous ne savez pas qui est cette personne, a-t-elle une intention bienveillante ou pas, et ça va avoir une incidence sur vous. Vous allez peut-être vous arrêter d'écrire. Donc ça, c'est les neurones sociaux qui se mettent en route pour dire, tiens, il y a quelqu'un. Évidemment, cette influence, elle peut être positive, ça va de soi. Il a été, par exemple, démontré que des musiciens qui doivent répéter une partition connue vont être plus efficaces, plus productifs s'ils répètent cette partition à plusieurs. Et que là, il y a l'histoire de l'écoute, de la synchronisation qui se fait entre les différents participants. Et là, on a besoin d'être ensemble pour mieux réussir une œuvre collective. En revanche, il a aussi été démontré que pour apprendre une nouvelle partition, il vaut mieux être seul dans un premier temps. Et que là, les neurones de la facilitation sociale, ils ne vont pas nous aider. Donc là aussi, être ensemble, c'est bien, c'est utile, mais pas tout le temps. Donc, ce n'est pas non plus le remède à tous nos maux. Et d'ailleurs, donc les chercheurs en psychologie sociale ont mis en évidence que dans cette situation que nous vivons avec l'histoire du télétravail, que si nous avons moins de 3 contacts par jour, nous pouvons risquer la détresse psychologique et moins de 3 contacts avec 3 personnes différentes. L'isolement, hein, ça a été clairement dit dans d'autres baromètres et par d'autres personnes, l'isolement pour tout le monde, c'est malheureusement une des clés de la détresse psychologique.
En revanche, il a aussi été montré, et c'est la partie des 20 contacts de cette slide, c'est que si on a plus de 20 interactions différentes avec 20 personnes différentes dans la journée, bah, ça peut aussi nous créer de la surchauffe intellectuelle, de la surchauffe personnelle, parce qu'à ce moment-là, on s'estime trop souvent contrarié, empêché d'être en attention sur nos sujets de concentration du jour. Donc, voilà, la bonne dose se trouve entre ces deux chiffres, mais on a besoin d'interaction sociale. C'est ce que c'est ce que nous disent aussi les recherches. Voilà, sur cette deuxième partie, sur les impacts en termes d'état au travail, d'état d'esprit au travail, de statistiques, on va faire un focus avec Sylvia, et c'est surtout Sylvia qui va le faire, un focus sur quelles recommandations nous pouvons faire pour agir efficacement en tant que manager dans cette situation. Alors, nous vous l'avons déjà dit, mais je le répète parce que c'est ce qui demande aussi, 2 minutes de réflexion. C'est que depuis, juin, juillet, août, septembre, nous accompagnons une cinquantaine de grands comptes aujourd'hui en matière de formation et de conseil. Et si je vous devais vous dire, est-ce qu'il y a un modèle d'organisation du travail qui se dégage? Est-ce qu'il y a des clés sur le télétravail? Est-ce qu'il y a une façon de s'y prendre? Bah, j'aurais bien du mal à vous répondre parce que vraiment, nous avons autant de situations que de clients. Donc le premier message, c'est qu'il faut que nous fassions face à cette diversité et bah, ça va du client que je vous citais la semaine dernière où toutes les équipes sont encore en présentiel en permanence, que ce soit dans leur travail ou que ce soit en formation. D'autres qui ne se voient plus depuis 6 mois et qui sont en télétravail total à 100 et qui n'ont pas vu physiquement leurs collègues depuis 6 mois. Et puis au milieu, tout un tas de schémas. Donc, on a des clients qui organisent des équipes A et des équipes B qui se relayent avec toute la difficulté pour les managers qui n'ont jamais toute leur équipe en même temps au bureau et donc de gérer, bah voilà, ceux qui sont à distance, ceux qui sont là en même temps. Et on a vraiment autant de situations que de clients. Ce qui se dégage, mais ça vous le savez, mais je ne fais que le répéter, c'est que cette situation contrainte de confinement en 2020 a ouvert un espace d'échange entre les entreprises et leurs collaborateurs sur le télétravail, ça c'est sûr, que pour certains, ça a vraiment démystifié le sujet, c'est-à-dire que dans les endroits où culturellement le télétravail était vraiment mal accepté et mal vu, il y a des petites ouvertures. Donc j'en connais quelques-uns qui sont en train de se dire, bon, bah, ça nous a poussé à négocier un accord. On n'en voulait pas depuis des années. On essayait de l'éviter. Maintenant, on a bien compris que c'est pas parce que les gens sont à la maison qu'ils ne font rien, mais on va quand même y aller doucement. Donc, ils sont en train d'étudier la question de 1 jour par semaine. D'autres qui avaient déjà les accords, qui avaient déjà cette journée de télétravail par semaine, bah, sont en train d'ouvrir le jeu à 2. Et si on devait faire un petit peu une moyenne globale, je dirais que c'est la grande tendance, hein, c'est de se dire, même après toute cette période, ben, on pourra autoriser, sous réserve bien sûr de certaines règles, environ 1 à 2 jours de télétravail par semaine à nos collaborateurs. Donc ça, c'est la grande tendance. Ce qui est important, je trouve, d'un point de vue RH, et là c'est l'ancienne des RH qui vous parle, c'est que malheureusement cette fonction de ressources humaines a été extrêmement happée par l'organisation du temps des gens, les dérogations, la constitution des équipes, les mesures sanitaires et que donc en fait les collaborateurs ont entendu beaucoup de messages sur le comment on était en train de s'organiser. Et que ce qui manque peut-être un petit peu et sur lequel il faudrait, réinsister, c'est ce que je conseille à certains de mes clients, c'est de redire le pourquoi on fait tout ça. C'est-à-dire quel est le sens et ne serait-ce que de reconfirmer le fait que le collectif est important, que nous, en tant que patrons, en tant que dirigeants ou en tant que managers, on considère que le fait que les gens travaillent ensemble à un même endroit, à un moment donné, c'est important. Ça dégage de la valeur pour l'entreprise. C'est encore une façon de trouver des idées, de s'enrichir mutuellement, d'apprendre et de redire un peu, voilà, ce qui est important dans la vie du collectif et dans la vie de l'entreprise. Et peut-être d'arrêter de continuer à communiquer sur les process, les outils, le gel, les masques, l'équipe A, l'équipe B, et de redire à tout le monde que c'est important que nous nous retrouvions et que le collectif a besoin de vivre. Ne serait-ce que ça nous paraît fondamental.
Je me rends compte, Sylvia, on a oublié de solliciter nos invités Pour des questions? sur comment ils vivaient la Ah situation oui, eux. je sais, mais Donc, on avait prévu un second sondage. Est-ce que du coup, vous seriez prêt? Je vais vous remontrer dans voilà, la conversation, la- l'accès au Bicast Live, et puis je vais afficher à l'écran la slide. Je crois qu'on a le temps, hein. oui, on a On a le encore une temps. heure. Oui. C'est bon. La slide, parce qu'en fait, je pense l'avoir supprimé par mégarde. Donc, vous avez à l'écran, à l'instant présent, à nouveau le code pour accéder au sondage suivant. Je vais activer le sondage parce que pour l'instant, sans doute, Il y avait 2 questions encore, hein, il y c'est avait, ça? oui, il y avait deux questions, oui, tout à fait. Donc, c'est vous, quelle est votre perception de la situation? Hop, et on commence l'activité. Donc là, on vous demande, vous allez avoir un sondage avec 3 questions. Vous les voyez sans doute déjà à l'écran. 3 questions. Quelle est votre perception de la situation à l'instant présent? Donc, en vous reconnectant, soit vous êtes passé avec votre smartphone, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, soit vous copiez-collez bicast.live avec le mot de passe Levallois 2021 et ça nous permettra d'initier une interaction avec vous. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir commencé de répondre. Merci de vous prêter à cet exercice. L'idée, c'est là où vous a donné un retour du terrain, entre guillemets, d'études aussi qu'on a pu voir, mais vous êtes présent aujourd'hui et vous avez votre propre vécu, votre propre représentation de la situation. Donc, à l'instant présent, vous êtes 5 à avoir répondu et vous êtes majoritairement 3 sur 5 à dire ce fut difficile et on n'en est pas sorti. Oui, Pour 60 pour 60% d'entre vous. Voilà, ça c'est notre intention du moment. Donc voilà, vous continuez merci et un tiers un peu plus optimiste qui dit: «Cela fut un moment difficile, mais on en voit la fin». On avait fait ce sondage, on l'a fait à plusieurs reprises, pour tout vous dire, en 2020, ce sondage. En juillet, on avait une partie non négligeable des gens qui cochaient la première case de pas de quoi en faire une histoire, avançons. Ah, ah, merci. Et vous êtes un ou une d'entre vous à cocher cette case-là. Et là, j'ai l'impression que l'onglet, en tout cas, c'est ce qui est en train d'apparaître à l'instant, que parmi vous, vous êtes plus nombreux à dire cela fut difficile et on n'en est pas sorti, ce qui était assez faible finalement dans les premiers sondages que nous avons faits en juillet, en septembre et en décembre. C'est ça Tout à fait. ces moments-là où on a animé des webinaires similaires Oui. en appliquant cette approche. Tout à fait et certains disent, juste pour faire un petit aparté, que c'est probablement ce qui fait hésiter le gouvernement à reproclamer le confinement dès maintenant, parce qu'ils sentent l'usure de la population française, voient les possibles mécontentements qui vont s'exprimer. Je pense que tout le monde a été très surpris, des violences qui ont émergé, en Hollande, parce que c'est un peuple qui jusqu'à maintenant était resté relativement calme et qui là dit non de façon assez violente au retour du confinement. Donc c'est sûr que plus le temps passe, plus il y a une fatigue qui s'installe et probablement une difficulté à accepter des choses qui probablement demandaient moins d'efforts il y a encore un an de cela. Et du reste, voilà, sur 11 réponses pour l'instant, vous êtes 8 à nous dire cela fut difficile et nous ne sommes pas sortis, ce qui confirme notre représentation du moment. Pour ceux d'entre vous qui avaient répondu à cette question, il y en a une suivante où là, on vous demande, sous la forme d'un nuage de mots, de dire en 3 mots comment vous décririez l'état d'esprit des personnes qui vous entourent, plutôt au travail, si vous travaillez en équipe, ou en tout cas dans votre cadre personnel. Quel mot vous emploieriez pour nous dire l'état d'esprit des gens qui vous entourent sur la situation du moment? Donc, c'est la question suivante après la perception de la situation.
On se donne quelques minutes sur ces 2 questions pour vous sentir dans cet univers Alors, que nous vivons. actuellement, on ne vous voit plus trop à l'écran, donc on espère que alors, à moins que vous soyez allé vous faire couler un café, ce qui serait, ma foi, légitime. On va vous laisser 2 minutes. Euh, alors, est-ce qu'on aurait quelqu'un qui serait à l'entrée? Converser. Peut-être quelqu'un qui veut poser une question. Restons optimistes. Oui, nous le sommes. Ah, il y a quelqu'un qui est en salle d'attente. Annabelle, qui est en train de nous rejoindre. Bonjour Annabelle, vous prenez le webinaire en cours, à moins que vous étiez présente et que vous soyez ressortie. On ne peut pas vous répondre si vous restez sur cette slide. Ah bon? Ah bon, ah bon? En fait. Je ne suis pas sûr. Alors, on va vous laisser répondre. Mais merci Solène pour votre remarque. Elle me surprend, mais si vous le dites. On reste encore 2 minutes sur le sondage et après, on va peut-être faire un petit moment d'interaction, justement avant d'enchaîner. On a encore le temps devant nous, donc… Donc, pour l'instant, vous êtes 11 à avoir répondu, 12 pardon, à avoir répondu, et majoritairement, cela fut difficile et nous ne sommes pas sortis. D'accord, Solène, il n'y a pas de souci. Et après, il y a la question suivante, si vous avez la possibilité d'y répondre. Trois mots pour décrire… Ah, bah voilà. 3 mots pour décrire l'état d'esprit des personnes qui vous entourent. Vous voyez, bah voilà. Nous voyons en live vos réponses arriver. La fatigue, disponible, résilient, lassé. En fait, les 3 mots, dès lors qu'un mot revient régulièrement, il s'écrit plus gros. Vous connaissez maintenant la pratique de ces nuages de mots. Donc, plus le mot est répété. Donc, oui, besoin de se revoir, vous le dites, et ça confirme aussi tout ce que nous entendons, ce que nous ressentons aussi, ce que nous voyons. Donc, Moi, ce qui me fait réagir, là, en regardant les mots qui s'affichent, c'est le décalage qu'il y a entre comment vous sentez les gens qui vous entourent et votre propre état à vous, qui était, de mon point de vue, alors après, on n'est peut-être pas rentré assez dans le détail, et encore une fois, le webinaire ne nous le permet pas, malheureusement, mais où la première réponse sur votre propre état d'esprit, votre propre état d'humeur était plus positif. Donc, peut-être que l'une des questions déjà, pour vous qui êtes là aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de donner votre ressource, parce qu'elle est intéressante pour les gens qui vous entourent, mais sans trop en perdre, parce qu'il faut quand même que vous en gardiez pour vous, pour pouvoir continuer à faire face à vos enjeux et aux obstacles qui se présentent. Mais voilà, comment je donne pour recevoir, mais tout en quand même gardant un petit espace de protection pour que cette énergie, elle ne soit pas complètement happée par la lassitude, la démotivation, la fatigue, la dépendance, la frustration des gens qui m'entourent et avec lesquels je vis ou je travaille. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro et réagir en live. On a le temps de lancer cette discussion avec vous, si vous le souhaitez, parce que je partage l'avis de Sylvia. Il y a un petit décalage entre voilà, votre énergie du début de la journée et ce que vous voyez autour de vous. Donc, peut-être vous pourriez nous dire comment vous le vivez, ça, et ce que peut-être vous faites pour accompagner, pour transmettre et partager votre énergie, pour être une ressource pour les autres. Ou une réaction sur toute la première partie, sur l'état des lieux, les chiffres qu'on vous a montrés. N'hésitez pas, la parole est à vous. Ou un petit commentaire dans le chat aussi, c'est possible. Comment vous réagissez à la détresse psychologique, les statistiques, les questions sur les managers, les réactions des équipes face au télétravail? Est-ce que vous voulez partager un commentaire, une suggestion? N'hésitez pas. Sinon, nous reprenons. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, je suis Camilla Mahkim. Ce que je ressens, je n'ai pas pu mettre ça dans les nuages des mots, mais par rapport aux premières vagues des confinements, c'est ce qui se passait en 2020.
on avait mis en place un certain nombre d'activités en ligne, des pauses café, des moments un peu, des rencontres. Moi, ce que j'ai ressenti à la fin de l'année, en ces débuts d'année, c'est que ces activités rencontrent moins de succès. Je pense qu'il y a une fatigue du virtuel. Donc là, on a essayé de diversifier avec des séances de sophrologie, des tables déjeuner virtuelles, des pauses café, mais il y a beaucoup moins de succès. Ouais. Vous pouvez juste nous dire, Camilla, s'il vous plaît, dans quel univers vous êtes? Je suis dans le monde du conseil IT. D'accord, Donc, merci. dans le monde des services. D'accord, merci. Mhm. Donc, de la fatigue, de la lassitude. Regardez ce qui est écrit à l'écran. C'est assez cohérent. Merci Camilla. Merci, Camilla, pour ce témoignage. Bonjour, c'est Solène Bonnier, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour Solène. Bonjour, Oui, on Solène. vous entend. Je voudrais rajouter peut-être quelque chose, c'est qu'en fait, il y a, à mon sens, d'autres éléments que simplement la situation sanitaire qui peuvent jouer, parce que toute l'année 2020, avec les difficultés qu'elle a pu engendrer dans l'économie, elle a aussi des impacts finalement sur l'activité des entreprises. Et c'est aussi ces conséquences-là qui aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon équipe, sont très difficiles à gérer, en plus de la situation sanitaire au final. Ah oui. Éventuellement des contraintes budgétaires, d'organisation, de changement de stratégie qui vont du coup énormément impacter l'activité et la motivation des personnes. Merci pour ce. Vous êtes dans quel univers professionnel, Solène? De quel Dans monde l'assurance. vous parlez? Je suis dans l'assurance. Assurance, merci. Merci. Nous sommes d'accord avec vous. Hein, on n'a pas évoqué ce terme, mais celui de l'incertitude, il n'est pas que lié à celui de l'incertitude sanitaire. Il y a évidemment l'incertitude économique. Et nous sommes bien placés pour savoir, je partageais avec Sylvia, le fait que voilà, ces 3 derniers mois de l'année, on a passé notre temps à voir quel serait notre atterrissage de fin d'année. Et aussitôt observer que finalement, ce serait correct. On est déjà arrivé sur le premier trimestre 2021 et à nouveau de l'incertitude, à nouveau une part d'inquiétude. Et ça, forcément, nous le partageons avec les équipes, on est obligé, et que c'est ressenti, nous le savons, nous l'avons vu et entendu, c'est parfois ressenti avec inquiétude. Donc, vous avez tout à fait raison de rappeler cette dimension économique qui est devenue aussi un point très important. Tout à fait. Alors, vous imaginez bien qu'en tant que cabinet de formation, nous avons été touchés de plein fouet par la crise, par la crise sanitaire, du fait de notre activité. Et à titre personnel, juste pour vous dire ce que je vis actuellement, c'est de tenir, et je pense que ça serait le premier conseil que je donnerais aux managers, c'est comment tenir un discours d'authenticité et de vérité par rapport à la situation dans laquelle on est. Donc, de donner les chiffres, de montrer qu'effectivement, les perspectives de croissance, voire de chiffre d'affaires, elles ne sont pas terribles. Donc, de faire face à la réalité sans inventer quand même des rêves, mais tout en restant un minimum positif. Parce que c'est vrai que si on passe notre temps à dire aux équipes, on va serrer les coups, on ne peut pas recruter, les budgets ne sont pas terribles, les clients n'envoient pas les commandes, etc., ça ne va pas donner beaucoup de dynamique et d'énergie dans la machine. Et donc, à titre personnel, voilà, c'est mon témoignage du matin, c'est de savoir un peu doser ça, c'est comment rester authentique, transparent, donner la réalité à voir, parce qu'on ne va pas la cacher, elle est là de toute façon, mais en faisant quelque chose qui est encore possible, et quels sont les espaces des possibles qu'on ouvre dans ce contexte-là pour transmettre un minimum d'élan et d'énergie raisonnable, lucide, par rapport à la situation, mais de l'énergie quand même, c'est-à-dire de l'engagement, de la motivation, un peu d'étincelle dans les yeux, etc. Et donc ça, c'est une question que moi, je me pose tous les matins. Et si je ne suis pas claire déjà avec ça, ce n'est pas la peine que j'aille parler à l'équipe parce que ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment aussi une discipline que je me donne tous les jours en me disant, voilà, comment rester authentique, transparent et quand même ouvrir le monde des possibles pour les gens parce que sinon, ça va être très difficile. Il y a Marion qui a levé la main pour poser une question ou apporter un témoignage. Moi aussi, je voulais… Vous m'entendez ?
Oui, très Oui, bien. Marion, on Bonjour vous Marion. entend. Alors, Bonjour. bonjour. Là, par rapport à la situation, c'est vrai que moi, je trouve par rapport à mon équipe, sur le premier confinement, il y avait un côté assez combatif. Tout le monde était extrêmement motivé, impliqué et voilà, voulait prendre part justement dans cette situation assez exceptionnelle. Et là, avec le temps, alors ils sont toujours aussi motivés, mais je trouve qu'il y a une dépendance beaucoup plus importante qui est portée sur les managers. Et donc, on arrive à une situation où on perd l'émulation, on perd cette façon de se projeter sur l'avenir. Et c'est vrai que le besoin de perspective, il est beaucoup plus fort de la part des collaborateurs vis-à-vis de leur manager. Et ça nous met aussi dans une situation assez de fatigue. On parlait des énergies tout à l'heure, et je trouve que là, voilà, c'est l'effet actuel. C'est cette dépendance qui est reportée de plus en plus sur le manager et de répondre à des questions qui sont pas forcément, qui n'amènent pas une réponse simple. Non. Merci, Marion. Oui. Et c'est là où vous ne pouvez pas rester dans cette situation, vous, seul, et que vous avez besoin de soutien de votre direction ou de discuter de ça entre pairs, à minima, selon nous. On avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Il nous reste 3/4 d'heure et en fait, on voulait vous emmener, si vous en êtes d'accord, sur 2 sujets. Le management, justement, et partager avec vous quelques clés que vous connaissez certainement, mais qu'il faut peut-être reconfirmer dans le contexte actuel. Et puis après, vous emmener dans l'univers de la résilience et vous emmener sur des sujets qui sont en train d'émerger et que nous avons trouvés avec Christophe particulièrement intéressants parce qu'ils sont porteurs de ressources. Alors, la première des questions qu'on partage avec les managers quand on les rencontre, c'est de leur demander si déjà ils connaissent et ils sauraient définir de façon assez précise pour chacun des membres de leur équipe, effectivement, comment se passe leur organisation du travail. C'est-à-dire déjà, est-ce que la personne, elle est bien installée? Comment elle travaille? Est-ce qu'elle a les enfants à la maison, pas les enfants à la maison? Est-ce que la connexion Wi-Fi est bonne? Comment elle s'organise? Quels sont les principes d'organisation qu'elle s'est fixés elle-même pour sa journée, sa semaine? Donc, manager, est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que vous avez instauré un espace d'échange avec votre collaborateur sur cette question-là? Après, bien sûr, deuxième question, est-ce que vous êtes très clair, manager, sur la compétence et notamment l'autonomie de la personne que vous encadrez par rapport au contexte dans lequel nous sommes? Est-ce qu'il est capable de se fixer seul des objectifs, de contrôler l'atteinte des objectifs lui-même, de se fixer des priorités, de voir en fonction des événements comment il peut réorienter ses actions? Donc là, on est vraiment dans le domaine de la compétence et de l'autonomie. Et enfin, bien sûr, manager, est-ce que vous êtes très clair sur où en est l'état émotionnel et l'état psychologique de la personne ou des personnes que vous encadrez? Et sur la question des émotions, de les inciter à l'identifier de façon un peu précise, parce que de notre point de vue, quelqu'un qui a peur et qui est angoissé, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est frustré et qui voit les choses qu'il ne peut plus faire et qui aimerait les faire, que quelqu'un qui est tout simplement stressé. Et donc de dire attention, dans le monde de l'état psychologique et des émotions, est-ce que vous êtes capable aussi de qualifier le type d'émotion des personnes qui travaillent avec vous pour trouver, bien sûr, plus facilement des solutions. Et alors, ce qui est compliqué, si on revient au schéma, voilà, merci Christophe, c'est qu'évidemment, personne n'est pareil. Et donc, quand on leur pose ces questions-là, ça leur demande un peu de temps, c'est-à-dire on leur demande de prendre une feuille et de noter le nom des gens qu'ils encadrent et de mettre, alors ils peuvent faire ça sous la forme d'un dessin, sous la forme d'une échelle, mais de dire d'un point de vue organisationnel, bah, entre 1 et 10, Paul, il en est où? D'un point de vue compétence et autonomie, Justine, elle en est où? D'un point de vue psychologique et l'état émotionnel, bah, Emmanuel, il en est où? Et de quel type d'émotion on est en train de parler? Et de les obliger à faire cet exercice-là, collaborateur par collaborateur, bah, pour avoir après sous les yeux une cartographie et pouvoir se dire, bah, maintenant, mon plan d'action en termes de management, quel pourrait-il être?
Donc ça, c'est la première recommandation, et de leur dire la mauvaise nouvelle. Alors, on leur dit déjà dans les formations management qu'on ne manage pas tout le monde de la même façon, mais a fortiori, dans le contexte actuel, l'individualisation du management, la personnalisation du management est quelque chose d'extrêmement important. Alors, par rapport à ce que Marion, vous disiez tout à l'heure, l'une des clés d'abord peut-être vis-à-vis des managers, c'est de leur offrir des espaces, et notamment, je ne sais pas si vous êtes des RH ou dans le monde des ressources humaines, ça peut être le rôle des ressources humaines, d'ouvrir des espaces aux managers pour qu'ils viennent avouer ou dire leurs propres incertitudes et les choses qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire vraiment l'histoire de la transparence en fonction des mondes culturels dans lesquels vous êtes d'entreprise. Je sais qu'il y a des mondes qui sont plus transparents que d'autres, c'est-à-dire où la parole est plus libre, où on peut dire plus facilement ce qu'on pense et ce qu'on sent. Si vous êtes dans des mondes plus hiérarchiques où c'est moins facile, le rôle de la RH, ça peut être ça, c'est de favoriser des espaces pour que les managers puissent venir dire qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ont des difficultés, que l'avenir qu'on leur demande de décrire, pour l'instant, ils en ont aucune idée et que c'est pas clair du tout. Ça, c'est la première chose. L'idéal après, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'ils osent dans certains endroits, pouvoir leur dire à leurs équipes, alors bien sûr avec certaines précautions, mais ce qu'on constate souvent, c'est que les managers qui osent faire preuve d'authenticité en disant à leurs équipes, là tu me poses telle question et honnêtement je ne peux pas te répondre, ça peut aussi rassurer les équipes. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, le fait que nous aussi, nous sommes humains, nous avons nos propres fragilités, par moment, ça peut aussi rassurer. Alors bien sûr, il ne faut pas dire tous les jours qu'on ne sait pas, il ne faut pas dire tous les jours qu'on n'a pas de réponse. Attention, mon propos doit être nuancé, mais en tout état de cause, cette image que certains peuvent avoir du management tout puissant qui doit avoir toujours toutes les réponses et puis qui du coup, quand il les a pas, s'enferme dans son bureau et attend des semaines avant de communiquer parce que tant que l'information elle n'est pas hyper sécurisée, hyper fiable, hyper officielle, on ne dit rien aux équipes. Ça, il faut vraiment sortir de ces schémas-là. Il faut rester au contact des gens, il faut rester en proximité et si possible, leur dire où on en est, des réponses sur certains sujets. Effectivement, le vaccin, quel vaccin je dois prendre, quand est-ce que je serai vacciné, et on peut dire non, écoute, je ne peux pas te répondre. D'abord, je ne suis pas médecin. Deux, il y a trop d'incertitudes sur le sujet. On espère tous qu'on le sera avant la fin de l'année, mais voilà où nous en sommes. Donc vraiment de savoir trouver sa place dans cette parole authentique et de pouvoir aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire sur le fait d'avouer nos propres incertitudes, nos propres fragilités et nos propres manques. Ce qui va avec, bien sûr, c'est le deuxième aspect, excuse-moi Christophe, c'est se mettre dans l'écoute, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas produire l'échange avec des collaborateurs, donc proposez-leur de se parler et vous verrez que bien souvent on pensait qu'ils attendaient beaucoup de réponses, mais pour certains d'entre eux, ils ont tout simplement besoin déjà de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc d'aller aussi au-devant de la rencontre, et ça peut se faire à distance aussi, bien évidemment, de proposer un échange téléphonique et de dire, écoute, est-ce qu'on peut se prendre 15 minutes aujourd'hui et on se parle de la situation, de ce que tu vis, dis-moi où tu en es. Bien sûr, d'être très clair sur les décisions qu'on prend et donc là, de faire un vrai effort sur la clarté des décisions que nous prenons et sur la communication de ces décisions, de rester accessible mais sans se faire déborder. Donc ça, c'est une vraie question pour les managers de est-ce qu'il ne faut pas que j'instaure dans la semaine 1 heure ou 2 où les gens savent que dans mon agenda, ils peuvent m'appeler et que je suis à leur disposition et je l'identifie clairement dans le planning. Et s'ils ne le font pas, c'est moi qui les appelle, pas avec forcément un projet, un sujet, une mission, un problème à résoudre, mais simplement pour restaurer la relation. Donc, comment se montrer accessible sans pour autant, bien sûr, se laisser déborder. Donc, la période de distance et de virtuel impose évidemment une discipline et des principes d'organisation un peu plus fixes, ne serait-ce que parce que les collaborateurs ont besoin de repères. Ils ont vraiment besoin de savoir comment
cette collaboration qui est vraiment diversifiée. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là, un coup, je suis à distance, un coup, je vais au bureau, un coup, je vois Pierre, puis le lendemain, il n'est pas là. Dans ce monde d'organisation qui bouge beaucoup, quels sont les repères un peu fixes qu'on est capable d'instituer en tant que manager et qui vont permettre aux gens d'avoir un peu leur boussole sur l'angle de la coopération et du travail collectif? Ce qu'on a remarqué quand même dans cette situation, c'est que c'est vrai que nous cherchons et nous avons cherché des façons de recréer du lien à distance en créant des rituels, par exemple des rituels matinaux. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ça a tendance, et certains d'entre vous l'avaient dit, ça s'use, ça peut s'user. Oui. Et c'est ça la contrainte à laquelle aussi on est confronté dans cette circonstance, c'est que on a vu des témoignages de responsables communication qui organisaient des apéros virtuels ou des jeux à distance, nous on a fait des points matinaux tous les matins, on se prenait une demi-heure pour se parler de nos tâches respectives. Mais il y a un effet d'usure quand même et qui nous impose de revoir et de changer, d'adapter, d'entendre aussi ce qui nous est dit, parce que à force d'instituer des rituels, s'ils deviennent automatiques, ils en perdent aussi un petit peu de leur saveur. Donc, on est confronté à ça aussi. Oui. Ce qu'on a entendu qui marchait bien, tout à coup, ça m'échappe. Ça va me revenir. Et c'est vrai que ce qui a l'air d'exacerber un petit peu certains ressentis en ce moment, ce sont surtout les rituels de convivialité. C'est-à-dire la convivialité forcée, là, tout le monde en a un peu marre. Par contre, les rituels de réunion collective, les rituels d'entretien à deux pour se parler, pas forcément des dossiers, mais de comment ça se passe pour toi, ça reste quand même l'une des clés et je ne vois pas comment on pourrait s'en passer actuellement. Et le rituel de demander aussi à quelqu'un, et toi, comment tu vas en ce moment? Comment vas-tu? Comment tu vis là au mois de janvier, le début de l'année? Ça peut être aussi important et simplement d'accueillir la parole de l'autre, ça nous paraît fondamental. Oui, l'idée qui me revient, c'est celle de. C'était pas forcément à l'instigation des managers du reste, hein, mais c'est qu'il y a des collègues dans certains bureaux qui se connectaient à distance et qui n'avaient pas forcément de choses à échanger, hormis un rapide café le matin, mais qui restaient connectés toute une Mmh, matinée, ne serait-ce que pour avoir avoir des bruits. l'ambiance sonore d'un bureau et la possibilité, à quelques moments, de se faire une pause, c'est-à-dire, tiens, voilà, tu étais au courant de ce dossier-là, est-ce que tu peux m'en dire plus, etc. Et pour réinstaurer de l'informel qui disparaît, l'informel disparaît en fait dans cette situation de distanciel. Ce n'est que le formel et nos interactions au quotidien, elles ne sont pas faites que de formel, vous le savez bien. Souvent, elles sont même plus souvent nourries par de l'informel. Et c'est ce que nous ont dit même nos collaboratrices en disant: «Bah oui, mais quand je suis au bureau, que j'ai un problème, je pose la question à la volée comme ça et quelqu'un me répond. C'est évident que quand je suis en télétravail, avant de décrocher mon téléphone pour appeler quelqu'un pour poser la question, bah, je vais réfléchir à 2 fois et bah, peut-être que la difficulté, je vais soit la mettre sous le tapis ou la gérer, mal, mais je vais le faire autrement». Donc aussi d'être attentif à ces espaces-là qu'on permet pour, poser les questions, même sur le travail, hein. Là, on était beaucoup sur le comment tu vas, sur l'aspect émotionnel, mais même sur le travail. Est-ce que tout se passe bien? Comment tu trouves les clients en ce moment? Est-ce que tu as les réponses dont tu as besoin? Voilà. Est-ce que tu as du retard sur certains dossiers? On peut parler aussi facilement, du travail. Ça, on l'a vu, on l'a mis. Juste un petit sujet, oui, par rapport à je crois que c'est vous, Marion, qui parliez de la posture de combat l'année dernière pendant le premier confinement. Dans la littérature, ce qu'on voit, en ce moment, c'est qu'il y a en gros, hein, c'est un peu schématique, mais il y a 3 modes de réaction, face aux changements et aux transformations que la crise sanitaire, nous apporte. Il y a le mode action, notamment qui nous a valu tous ces médecins qui se sont improvisés médecins et qui connaissaient mieux les traitements à la chloroquine que n'importe qui, hein, c'est-à-dire ceux qui ne supportent pas de ne pas savoir et qui tout d'un coup passent de façon exacerbée à l'action, parfois un peu trop d'ailleurs, et qui sont vraiment obsédés par le fait de trouver des réponses et de trouver des résolutions aux problèmes qui est exposé. Deuxième type de réaction qu'on peut constater, ce sont ceux qui vont écouter,
qui vont réfléchir, qui vont se mettre en retrait et parfois qui vont même aller jusqu'à demander de l'aide auprès d'experts, de gens qui, eux, savent et qui prennent du recul et qui se font accompagner. Et puis, troisième type de réaction, c'est la fuite. C'est je ne veux pas en entendre parler, j'écoute plus les informations, j'en ai marre de tous ces trucs négatifs, je me mets dans ma caverne et j'arrête toute connexion parce que c'est insupportable pour moi. Ce que disent les psychologues et les spécialistes, c'est qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance par rapport à ces trois modes de réaction parce que les trois ont des vertus. C'est-à-dire d'être dans l'action, c'est positif. Alors, tout dépend après comment on le fait et pendant combien de temps. Être plutôt dans une posture d'émotion et de demande d'aide, c'est positif. Être par moment dans de la fuite, ça produit de la protection et là aussi, c'est positif et ça peut être nécessaire. Donc déjà aussi par rapport à nos propres interprétations de ce qu'on voit, c'est d'ouvrir un peu plus le champ et de dire l'action, l'émotion, la fuite, à un moment donné, elle peut être utile, elle apporte un certain type de ressources et elle est positive. Après, bien sûr, ce qu'il faut regarder, c'est un peu dans la durée, comment ça se passe, comment les états émotionnels, notamment de dépression, s'ils s'installent, bien sûr, où est le danger, et la fuite aussi, si on est complètement en retrait par rapport à la vie pendant des semaines et des semaines, là, il va falloir réagir. Mais en tout cas, à un instant T, ces trois types de réactions, il faut les regarder et se dire qu'ils sont porteurs de ressources. On va peut-être passer là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. Dernier chapitre, et puis ensuite, nous aurons terminé. On pourra éventuellement échanger avec vous. Il est 11 heures. Deux, trois éléments sur la résilience, parce que ça nous semble quand même faire écho complètement avec ce qui se passe en ce moment. Et donc, avec Sylvia, nous aimons écouter, et on vous invite à le faire si jamais ça n'est pas le cas, Boris Cyrulnik et son regard, son vécu personnel. Donc, et bien prendre en compte le fait que la résilience, que le fait de dépasser des événements douloureux pour en faire quelque chose de positif, c'est un processus, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et que sans doute, nous tous, depuis mars ou avril 2020, nous avons engagé à notre rythme, en fonction de qui nous sommes, nos propres processus de dépassement de cette difficulté. Je crois qu'en tant que professionnel, ce qui me plaît dans l'approche de Boris Cyrulnik, ce sont deux choses. Bon, je suis une grande fan, je vais vous l'avouer, parce que voilà, comme ça c'est fait. Il me fait beaucoup de bien, ce monsieur. Les deux choses qui me marquent chez lui, la première, c'est qu'il dit la résilience, attention, ce n'est pas un état. Souvent, on a tendance à dire il est résilient ou il n'est pas résilient. Attention, ce n'est pas un état, c'est un processus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déclencher, qu'on peut mettre en marche, et c'est évidemment quelque chose qui amène vers le développement. Mais ce n'est pas fatal, entre guillemets, et ce n'est pas un état. Ça, c'est la chose déjà la première qui me plaît beaucoup dans son approche. Et la deuxième, c'est de dire qu'il a vécu quand même la déportation de ses parents, que voilà, lui, il sait ce qu'est la grande souffrance, et ce qu'il essaye de transmettre aux gens, c'est sa bienveillance par rapport aux épreuves. C'est-à-dire, bien évidemment, il n'y a pas que les gens qui ont été déportés qui ont connu la vraie souffrance. Il peut y avoir plein d'autres types de souffrances qui viennent de plein d'autres situations. Mais la question, c'est comment on peut se remettre de cela. Et il cite notamment une déportée qui était Françoise Tillion, qui, rien qu'en regardant le ciel bleu, un jour dans un camp, a décidé de ne pas effectivement se suicider et de reprendre goût à la vie. Il dit même dans des situations où on pense que ça va être impossible, il y a un petit coin de ciel bleu quelque part peut-être qui va permettre de re-rentrer dans ce processus, de remettre un pied dedans et de repartir vers une phase de développement. On continue. Waltinger ? Voilà, là c'est pour nous, évidemment, parce que ça parle avec l'ADN de Kilotoa, la qualité relationnelle, le lien. Mais nous ne sommes pas les seuls à le dire, les psychologues et les psychiatres l'ont dit dès avril et mai 2020. Le lien, c'est un moyen de sortir de l'isolement, c'est un moyen de sortir de la difficulté. Et donc, on met à l'écran Robert Waldinger parce qu'en fait, si vous avez l'opportunité d'écouter cette courte vidéo qui doit durer une quinzaine de minutes, Robert Waldinger est l'actuel directeur de recherche d'un groupe de recherche au long cours qui a été mené aux États-Unis
dans le cadre d'une université et qui a étudié le rapport entre la santé et le bonheur exprimé d'une cohorte de personnes qu'on a suivies au fil du temps, de gens de tous horizons, de tous niveaux sociaux, de tous niveaux d'études. Et la conclusion la plus marquante de cette étude, c'est que de bonnes relations rendent plus heureux et en meilleure santé. Il y a de l'explicitation théorique sur le sujet. Donc, ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, ce n'est pas qu'une intention. La qualité des liens que l'on noue, et quels que soient les liens, donc là on parle de liens au travail, mais il concerne tous nos liens, la qualité de ces liens, de ce que l'on met dans ces liens, va jouer. Nous sommes donc des fervents défenseurs de reprendre la main, si on le peut, si on le veut, et si jamais on avait lâché la main, mais en tout cas de mettre notre intention sur la qualité de ces relations. Sylvia vient d'en parler, sur un plan professionnel, au travail, c'est d'organiser des temps d'échange. Ils peuvent être informels, ils peuvent être formels avec ses collaborateurs, avec ses collègues, en face à face, en groupe, court ou plus long, mais en tout cas des temps où on est vraiment à l'écoute de l'autre. Du reste, une de nos sources de référence favorites aussi, Claude Almos, nous dit, et là ça fait référence à la résilience, que être attentif aux autres, les aider, leur témoigner de l'attention, ça va nous aider aussi, nous, dans notre propre chemin d'avancement, de résilience sur le sujet. Grosso modo, il y a 3 moyens d'être en lien. Évidemment, en lien avec soi, c'est important. Si on perd le lien avec soi, on peut difficilement l'être avec les autres. Donc, on vous fait voilà, on évoque ensemble, évidemment, qu'être attentif à son ressenti intérieur, à son corps. Ça a été évoqué plusieurs fois aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si un certain nombre d'entre nous se sont remis à pratiquer une activité à distance, en Zoom, du yoga, du Pilates ou quoi d'autre, mais pour rester en activité, parce que ces écrans, ils ont pour objectif de nous maintenir assis, souvent statiques, et de faire travailler principalement notre aspect, notre sphère psychologique et intellectuelle, cognitive, et pas tellement le reste. Or, nous sommes des êtres, vous le savez, complets. Donc, avec des émotions en l'occurrence, et puis si nous avons un penchant pour une activité spirituelle, forcément, tout ça, ça va nous aider à être en lien avec nous, pour être en lien avec les autres. Évidemment, il y a oser faire le premier pas. Charles Pépin, le philosophe Charles Pépin, sort en ce moment un livre sur comment ça s'appelle, la rencontre. Il dit que la rencontre, c'est une philosophie. Évidemment, aller à la rencontre de l'autre, ça nécessite de faire un pas. C'est beaucoup plus simple de rester derrière son ordinateur ou d'être centré sur soi, mais si on veut la vraie rencontre, ça veut dire un pas vers l'autre. Et donc de l'écoute, de l'intérêt, du questionnement, de la communication, chose que vous connaissez déjà, mais qui mérite tout leur intérêt, surtout dans la situation. Et puis après, il y a la connexion et le lien au monde avec ce que vous voulez activer. Évidemment, nous, on y voit les 5 sens, le rapport forcément vivant, à la nature. Et là aussi, il y a une dimension spirituelle, si on veut la voir ainsi, dans notre lien au monde. Et tout ça sont des sources qui nous permettent de nous rattacher, de nous raccrocher pour être dans notre intention quotidienne et tâcher de dépasser l'événement. Ce qu'on propose également aux collaborateurs qui viennent faire les ateliers de parole chez Kilotoa et qu'on propose aussi aux managers, comme je vous le disais tout à l'heure, en coaching silencieux, déjà pour eux-mêmes, c'est de répondre à ces questions. Donc, vous pouvez le faire si vous le souhaitez pour vous et vous pourrez le partager si vous le souhaitez aussi avec des équipes qui sont autour de vous. C'est déjà de dire, est-ce que je me considère comme une personne fragile? Et si oui, quelle est ma fragilité? Comment je pourrais la nommer? Quelle est ma contribution au monde? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je pense apporter? Quelle est mon utilité? Quel est le sens de mon travail? De quoi ai-je besoin? Quelles sont mes envies? Quelles sont les personnes qui comptent pour moi? En qui ai-je confiance? Bon, là, c'est juste une liste indicative. Bien sûr, il y en a plein d'autres des questions. Mais ce qu'on dit aux managers, c'est si vous n'avez pas les réponses, ayez au moins des bonnes questions. C'est-à-dire des questions qui vont mettre les gens sur un chemin qui est utile et intéressant pour eux. Nous, par exemple, avec notre équipe, l'une des questions qu'elles ont adorées et qui leur a beaucoup apporté, c'était de leur dire quelles ont été les ressources que vous avez utilisées pendant cette période difficile.
Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous avez utilisé? À quoi vous avez fait appel? Donc, elles ont réfléchi et elles ont trouvé des moyens assez différents les unes des autres. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que vous avez découvert de vous que vous ne saviez pas? C'est-à-dire cette période que vous venez de vivre, qu'est-ce qu'elle vous a fait découvrir de vous-même? Voilà, voilà les questions qui sont porteuses de sens et qui, pour nous, produisent de l'élan et du partage dans les équipes. Alors, Ça, on en a déjà oui, parlé. évidemment que l'ouverture au monde, ça nous semble quelque chose d'indispensable et que beaucoup ont évoqué le fait de, quand on le peut, de sortir, ne serait-ce que de marcher comme acte au service de notre résilience et de ralentir un peu, et de ralentir pour retrouver les rythmes qui sont les rythmes biologiques de référence et rassurants. Alors, on voulait finir avec une étude de Richard Davidson. Alors, Richard est professeur à Harvard. Il est spécialiste en neurosciences. C'est quelqu'un qui a passé les 20 dernières années à étudier le fonctionnement du cerveau. Et vraiment, son obsession, ça a été d'identifier les zones du cerveau et à quel type de compétences, de domaines, de qualités elles correspondaient, comment elles fonctionnaient face à certains événements de la vie et ce qu'on pouvait en faire, est-ce qu'on pouvait les modifier et les faire évoluer. Donc la base de ces travaux est vraiment éminemment scientifique au départ et je vous invite à lire ce livre en fait qui détaille les 6 composantes du cerveau qu'il a identifiées et qui sont 6 composantes chez l'homme qui vont pouvoir déterminer son profil émotionnel. Donc, en fait, ce que Richard Davidson a trouvé, c'est qu'il y a toute une partie dans notre cerveau et plutôt du côté du cortex préfrontal, mais je m'arrêterai là parce que je ne suis pas du tout une spécialiste, qui correspond à cette capacité que nous pouvons avoir de faire face aux événements et justement à cette capacité de résilience que nous pouvons avoir. Et donc, il propose, à travers un questionnaire dans son livre, de nous identifier par rapport à cette composante de la résilience et de savoir si nous sommes très résilients, pas vraiment beaucoup résilients ou moyennement résilients. La deuxième dimension qu'il a identifiée, qui là aussi correspond à une partie du cerveau, pardon, et dont Christophe a beaucoup parlé, c'est la partie du cerveau qui correspond à l'intuition sociale, c'est-à-dire cette capacité que nous pouvons avoir d'identifier les besoins des gens qui nous entourent et d'y répondre. C'est ce qu'il vous disait tout à l'heure, c'est la capacité d'écoute, c'est est-ce que quand quelqu'un est triste autour de moi, je le perçois très vite, etc. Troisième dimension qui là aussi correspond à une zone du cerveau bien identifiée, c'est la sensibilité au contexte. Est-ce que je sais voir les choses qui se passent dans le monde qui m'entoure? Par exemple, un avion qui passe, une mobilette qui fait du bruit ou quelque chose comme ça, ou est-ce que je suis complètement déconnectée par rapport au contexte et au monde qui m'entoure? Ou peut-être un peu entre les deux. La conscience de soi, évidemment, est-ce que je suis très connectée à mon ressenti, mes émotions, mon état intérieur, moyennement connectée ou pas du tout connectée? La perspective positive, est-ce que je fais partie de ces gens qui, en toute situation, ont plutôt tendance à voir tout ce qui est possible? Et autrement dit, est-ce que je suis plutôt dans l'optimisme? Est-ce que je suis plutôt dans le pessimisme? Ou est-ce que je suis dans une juste appréciation des choses, ni trop positive, ni trop négative? Et la dernière dimension, qui là aussi correspond à une zone bien identifiée du cerveau, c'est la zone de l'attention. Donc, est-ce que je suis quelqu'un qui sait être focusé sur une tâche ou est-ce que j'ai tendance à être plutôt dispersée, à faire 10 000 choses en même temps et puis si une se rajoute, je vais la prendre également. Ce qui est intéressant dans la proposition de Richard, c'est que dans son livre, il propose un questionnaire qui permet de répondre individuellement à ces 6 dimensions et à se situer par rapport à ces 6 dimensions. Donc, il y a un questionnaire qui vous sort un profil individuel. Il dit, attention, la combinaison de tout ça parvient au fait que nous avons tous des profils émotionnels extrêmement différents les uns des autres. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est tous, c'est la combinaison de tout ça qui va être aussi intéressante et singulière pour un individu. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est que sur chacune de ces dimensions, on peut faire travailler le cerveau
Et on peut développer, si on le souhaite, si on le veut, si on se le définit comme un objectif, on peut aller dans du développement de la résilience si on décide que c'est cette composante-là qui va nous être utile, ou celle de l'intuition sociale, ou celle de la sensibilité au contexte, ou celle de l'attention, et que ça, c'est pas quelque chose qui est complètement figé et sur lequel on ne peut rien. Et il y a un certain nombre de techniques, de méthodes et d'outils qui peuvent nous amener à trouver des actions de développement sur chacune d'entre elles. Un bouquin très intéressant et qui apporte pour tout le monde des RH, des psychologues, etc., un nouveau type de typologie. On avait fait beaucoup de tests de personnalité, le test des couleurs, etc. Là, on est sur un regard un peu différent. Pour terminer sur une note courte, mais business, on vous a inscrit sur cette slide les actions que nous menons auprès de nos clients, mais je crois qu'on les a déjà évoquées au fil de l'eau, donc on ne va pas non plus s'appesantir sur le sujet, mais voilà, sachez que nous conduisons des actions chez nos clients qui assemblent souvent formation, coaching et accompagnement. La formation est bien évidemment, dans le cas précis, accompagner les managers dans cette situation du management à distance et former les collaborateurs à comment mieux tirer parti de ses émotions dans la circonstance. Ça fait partie de notre quotidien. Le co-développement, le coaching, évidemment, ce sont des réalités aussi. Le co-développement, se développe. Bah oui, c'est un pléonasme, mais en tout cas, il y a des demandes et c'est un super outil pour faire se parler et réfléchir entre eux des gens qui ont la même activité. On imagine même, et ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, organiser des co-développements en étant d'entreprises différentes. Souvent, ça se fait à l'intérieur de la même entreprise parce que ça a du sens de partager des préoccupations parce qu'on est sur le même business. Mais pour l'avoir expérimenté dans d'autres cas, entre dirigeants d'entreprise qui ont des activités très, très variées, ça peut être intéressant de partager ces préoccupations et d'être ressource collectivement en dehors de son activité habituelle et en tout cas, pas avec des collègues. Et enfin, voilà, nous travaillons sur ce que nous faisons ce matin avec vous, la sensibilisation à ces sujets, et nous organisons des groupes de parole là où c'est nécessaire, là où nous le demandons. Voilà les éléments de présentation de notre activité à Kilotoa, en lien avec la situation. Et puis, parce que nous aimons, et j'aime beaucoup Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur, là on revient à ce que nous évoquions juste avant. On s'est beaucoup connecté, mais on s'est connecté de manière digitale. Nous, on vous invite à, d'une part, renouer avec le lien humain. Donc, le lien humain, plutôt, il se fait sans les outils. Et Sylvain Tesson, il nous invite aussi à déconnecter complètement parce que, voilà, son slogan à lui, c'est que le réel vaut mieux que le virtuel. Le virtuel nous a beaucoup aidés. On a beaucoup accéléré notre transformation avec les outils digitaux, mais le réel a un bon moyen de reprendre pied, de garder toute sa stabilité. Voilà, nous arrivons à la fin. Pour conclure, on a une petite vidéo à vous montrer. Vous connaissez peut-être, ça va durer 2 minutes. C'est une vidéo qui est issue d'un art japonais. Et on va alors on va voir si ça fonctionne. On va vous demander peut-être si vous pouvez juste nous confirmer que vous voyez mon écran. Je vais me mettre. Merci, merci.